En février 1942, le président Franklin D. Roosevelt a signé le décret présidentiel 9066 qui a entraîné l'expulsion forcée de toutes les personnes d'origine nippo-américaine vivant sur la côte ouest et leur envoi dans des camps dispersés à travers le pays. Et aujourd'hui, nous allons en apprendre davantage sur ces camps, en particulier sur ce que les gens y mangeaient, pendant que je prépare cette recette provenant de l'un des camps intitulé « Déjeuner et thon », accompagné d'un dessert d'abricots et de riz. Cette fois dans Tasting History. Avant de commencer, je voulais adresser un immense merci à George Takei, célèbre pour son rôle dans Star Trek, de m'avoir accordé une interview afin d'enrichir cette vidéo. Il a en fait grandi dans l'un des camps d'internement et puisqu'il était enfant à l'époque, il a trouvé naturel d'écrire un livre pour enfants sur son expérience intitulée « My Lost Freedom ». Je mettrai donc un lien vers ce livre dans la description. Alors, bien que George et d'autres aient raconté des histoires fascinantes sur la nourriture dans les camps, j'ai eu du mal à trouver de véritables recettes provenant des camps jusqu'à ce que je découvre un journal appelé le Topaz Times. Il a été publié par ceux qui étaient incarcérés au centre de relocalisation de Topaz dans l'Utah. Et en 1943, il y avait une femme nommée Evelyn Kimura qui écrivait une chronique intitulée Food Fancies, laquelle, entre autres choses, incluait des recettes que les gens pouvaient, s'ils avaient accès aux ingrédients, préparer sur leur poêle ventru qui se trouvait dans les cabanes du camp. L'une des recettes du 20 mars 1943 est une sorte de gratin de nouilles au thon, et elle l'appelle « Déjeuner au thon pour 8 ». Préparez une sauce blanche avec lait, farine, beurre, sel et paprika. Faites cuire les spaghettis, mélangez-les à la sauce, ajoutez céleri et thon. Servez avec du fromage râpé, puis si possible, faites cuire 30 minutes au four. Et elle précise « si possible » car la plupart des gens, même s'ils avaient une cuisinière, n'avaient pas de four, donc il aurait fallu avoir accès au four des réfectoires. Elle ajoute aussi que bien souvent les cuisinières étaient en panne ou que les gens n'avaient pas accès aux casseroles et poêles ou bien sûr aux ingrédients. Pour ce plat, elle précise que le thon en conserve, précieux, est réservé aux occasions spéciales à célébrer. Donc, pour cette recette de fête, il vous faudra 2 tasses ou 475 ml de lait, 2 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de beurre, 3/4 de cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de paprika, une livre ou 450 g de spaghettis, 2 tasses ou 200 g de céleri haché. Elle a dit que le céleri devait être cuit, donc je l'ai fait bouillir 5 minutes. Ensuite, 2 tasses ou 450 g de thon, en conserve une demi-tasse ou 60 g de chapelure sèche, une autre cuillère à soupe de beurre et environ une demi-tasse de cheddar râpé. Pour plus d'authenticité, il ne faut pas utiliser de vrai cheddar. Vous devriez prendre du cheddar imitation qui est généralement fait avec une sorte d'huile et qui ne font pas aussi bien et qui n'a clairement pas aussi bon goût, mais c'est probablement ce à quoi ils avaient le plus souvent accès, donc c'est ce que je vais utiliser. Donc en fait, on va commencer par la fin de la recette en préparant la chapelure. Faites simplement fondre une cuillère à soupe de beurre dans une poêle à feu moyen, puis ajoutez la chapelure et enrobez-la de beurre. Ensuite, laissez-les sur le feu pendant 5 à 7 minutes en les remuant de temps en temps jusqu'à ce qu'elles deviennent dorées. Puis mettez-les de côté pendant que vous préparez votre sauce. Pour la sauce, elle dit juste de mélanger tous les ingrédients, mais ça ne fera pas vraiment une sauce. Je pense donc qu'elle supposait que les gens savaient déjà la préparer. En faisant fondre 2 cuillères à soupe de beurre dans une casserole à feu moyen, puis en ajoutant la farine et en fouettant jusqu'à ce que ce soit bien lisse pour créer un roux. Continuez à fouetter pendant que le mélange fonce pendant environ 4 ou 5 minutes. Ensuite, versez lentement le lait tout en fouettant rapidement en même temps. Une fois le lait incorporé, ajoutez sel et paprika, puis remuez jusqu'à épaississement environ 5 minutes. Quand la sauce épaissit, laissez-la sur feu doux pour la maintenir chaude pendant que vous faites bouillir de l'eau salée. Quand l'eau bout, ajoutez les pâtes et faites cuire environ 10 minutes ou jusqu'à la cuisson désirée. Égouttez les pâtes, remettez-les en casserole, puis nappez-les de sauce blanche en mélangeant pour bien enrober. Ajoutez ensuite le céleri cuit et le thon en conserve, puis mélangez le tout. Ensuite, vous pouvez soit ajouter la chapelure maintenant et le manger tel quel, soit, comme elle le dit, si vous avez accès à un four, ce qui est mon cas, vous devriez le faire cuire au four. Transférez donc le tout dans un plat à gratin, parsemez la chapelure sur le dessus, ajoutez un peu de ce fromage fourni par le gouvernement, puis mettez-le au four à 350 degrés Fahrenheit, soit 175 degrés Celsius pendant 10 minutes. Comme je l'ai mentionné, ce plat aurait été réservé à une occasion spéciale. Beaucoup des ingrédients utilisés ne sont pas des choses auxquelles on aurait accès tous les jours.
Donc ce serait pour quelque chose comme un anniversaire ou peut-être si vous aviez un prétendant qui venait chez vous, et Mademoiselle Kamura inclut d'ailleurs dans certaines de ses chroniques des instructions sur la façon de recevoir en général. Elle dit donc que pour accompagner les recettes ci-dessus, vous pourriez ajouter de la musique à la radio en sourdine, une nappe blanche comme neige, une lumière tamisée. Alors vous pourriez facilement vous imaginer de retour, disons, à San Francisco, dans l'un des grands restaurants, soumis bien sûr aux interruptions locales. Et cela ne nous semble peut-être pas grand-chose, mais ajouter ces petits effets à un repas offrait une sorte d'évasion pour distraire ceux qui étaient dans les camps de la réalité de leur situation. Avec la crainte d'une invasion japonaise imminente de la côte ouest des États-Unis, au début de 1942, Franklin D. Roosevelt a signé le décret présidentiel numéro 9066, et cela a autorisé l'expulsion forcée de toutes les personnes considérées comme une menace pour la sécurité nationale de ce qu'on appelait la zone d'exclusion couvrant une grande partie de Washington, de l'Oregon, de la Californie et de l'Arizona. L'homme qui a été chargé du programme, le lieutenant général de l'armée américaine John L. DeWitt, l'a appliqué non seulement aux personnes soupçonnées d'actes répréhensibles, mais à absolument toute personne d'origine japonaise. Cela pouvait concerner ceux qui avaient immigré aux États-Unis depuis le Japon ou de véritables citoyens américains, des citoyens qui étaient nés ici. Ainsi, avec seulement quelques sacs remplis de leurs vêtements et de leurs literies, et sans bénéficier d'aucun procès, les gens étaient arrachés à leur domicile, placés dans des bus et des trains, puis envoyés dans des camps de détention. Souvent, on les appelait, et on les appelle encore aujourd'hui, des camps d'internement, mais l'internement implique une notion de culpabilité. Les ennemis de l'État étaient internés dans d'autres camps, mais ces personnes n'étaient pas coupables, elles n'avaient jamais bénéficié d'aucune forme de procédure régulière. Ils n'étaient coupables que d'être d'origine japonaise. À l'époque, le gouvernement et les journaux utilisaient aussi différents euphémismes pour désigner ces camps afin d'en atténuer la gravité. Ils les appelaient des centres de détention, des centres de relocalisation ou l'un des euphémismes les plus doux, centres d'accueil, ce qui paraît tellement accueillant. Et les personnes dans ces camps étaient souvent appelées évacuées, ce qui aujourd'hui évoque l'idée de sauver des gens lors de catastrophes naturelles. Ce n'était pas du tout le cas ici. Les personnes emmenées ont été envoyées dans l'un des 10 camps, principalement à l'ouest du pays, dans des zones isolées, mais 2 furent construits en Arkansas, essentiellement dans des marécages. Ces camps étaient souvent construits dans les marécages, les déserts ou les prairies pour cette raison. En plus d'être éloignés des villes tout en restant près des voies de ferrée, ces lieux avaient été choisis parce que la terre n'était pas cultivée et qu'on pensait que les personnes qu'on y envoyait pourraient la cultiver et y faire pousser des récoltes. Beaucoup d'Américains d'origine japonaise de la côte ouest étaient parmi les agriculteurs les plus prospères du pays. Ainsi, s'il était possible de cultiver sur des terres impropres, ce seraient les agriculteurs américains d'origine japonaise. Du moins le pensaient-ils. Et dans de nombreux cas, c'était vrai. Mais lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois, ce n'était pas le cas, il n'y avait rien à cultiver. Souvent, il n'y avait même pas de bâtiment complet construit. À Manzanar, situé dans les déserts de Californie, lorsque les 84 premières personnes sont arrivées pour le dîner le 21 mars 1942, il a fallu servir le repas dans un réfectoire inachevé. Il n'y avait pas de toit, un seul poêle fonctionnait et les cuisiniers dormaient sur le sol du réfectoire inachevé. Et le repas lui-même n'était composé que de rations militaires en conserve, et c'est resté ainsi pendant les premiers mois. Mais au moins, à Manzanar, en moins d'un mois après l'arrivée de ces 84 premières personnes, il y avait 7000 personnes qui recevaient 3 repas par jour dans 10 réfectoires différents. Pendant ces premiers mois dans les camps, l'heure des repas était une période assez chaotique parce qu'ils n'avaient pas de cuisiniers attitrés, du moins au début. En gros, les gens arrivaient et demandaient « Est-ce que quelqu'un sait cuisiner ?» Et quelqu'un répondait « Oui, je veux bien être le cuisinier. » Et alors, il cuisinait ? Mais cela signifiait qu'il y avait parfois d'excellents cuisiniers, parfois de très mauvais, et les gens l'ont vite remarqué. Ainsi, les files d'attente étaient très longues au réfectoire avec les bons cuisiniers et beaucoup plus courtes là où les cuisiniers étaient moins bons. Peu importe la qualité du cuisinier ou de la nourriture, il y avait toujours une file d'attente. Quand la cloche du dîner sonnait, ou dans un cas à Santa Anita, quand c'était un pied de biche qui servait de cloche, les gens faisaient à la queue parfois pendant 1 heure ou plus pour avoir à manger. La file au réfectoire des bons cuisiniers était bien plus longue, et à Manzanar, le problème devint tel qu'on dut distribuer des cartes de cantine pour que chacun mange dans le réfectoire de son bloc.
Si tu tombais sur un mauvais cuisinier, tu n'avais juste pas de chance. Mais pour être juste envers les cuisiniers, ils devaient tous cuisiner avec des ingrédients de très mauvaise qualité. Très souvent, surtout au début. C'était principalement des rations militaires restantes ou des ingrédients auxquels ils n'étaient pas habitués, comme la langue de bœuf. Une femme d'un camp se rappelait qu'il fallait mijoter ou bouillir la langue de bœuf, puis retirer la peau avec les papilles gustatives. Les cuisiniers, eux, la faisaient cuire entière et la découpaient ensuite. Il y avait toute cette peau sur la langue que nous mangions et de nombreux ingrédients alors courants en cuisine américaine mais peu utilisés dans la cuisine nippo-américaine. Ainsi, les plus jeunes Nisei ou ceux nés aux États-Unis trouvaient des pommes de terre et les spaghettis assez normales. Mais la génération plus âgée, les Issei, trouvaient souvent ces aliments plutôt bizarres. Ils ne cuisinaient pas ces choses à la maison. Parmi les aliments les plus courants, il y avait des choses comme le beurre de pomme, la choucroute en conserve, le pain de viande, les betteraves froides en conserve avec des oignons et beaucoup de spaghettis et de pommes de terre. Beaucoup de pommes de terre ont été remplacées par du riz, que les gens connaissaient mais souvent cuisiné différemment. Du riz avec du jello, du riz avec du ketchup ou du riz avec des fruits en conserve, comme les abricots que je vais justement goûter aujourd'hui en dessert. Il y avait aussi beaucoup d'agneaux et de moutons, ce qui était particulièrement détesté. Dans les camps, un cuisinier se souvenait que personne ne supportait l'odeur reconnaissable de l'agneau. J'ai appris à le masquer en faisant frire l'agneau pour en effacer l'odeur et en le présentant comme du porc aigre-doux, mais ils faisaient avec ce qu'ils avaient. Et cela a en fait conduit à la création de plusieurs plats qui sont restés au moins en partie dans la cuisine nippo-américaine après la guerre. Le plus célèbre était probablement un plat appelé Winnie Royal, qui consistait en des hot dogs ou des saucisses de Vienne dans un plat d'œufs et d'oignons, généralement assaisonnés de sauce soja s'ils en avaient. Je ne sais pas vraiment pourquoi ce plat est resté dans la cuisine même après la guerre. Ça ne me paraît pas particulièrement délicieux, mais c'est le cas. C'est d'autant plus étrange qu'il semblait ne pas aimer les hot dogs dans les camps. Ce n'est pas qu'il n'aimait pas du tout les hot dogs. Je veux dire, tout le monde aime un hot dog, mais c'était le fait qu'ils étaient toujours présents à chaque repas. Ça et le spam étaient tout simplement toujours au menu. En 1942, à l'approche de la célébration du 4 juillet, le Manzanar Free Press, le journal du camp, a averti que la semaine suivante, nous doutons qu'il restera un seul homme valide à Manzanar capable de regarder un hot dog dans les yeux sans grimacer. Maintenant, bien que ces ingrédients principalement secs, en conserve et transformés n'aient jamais quitté le régime alimentaire des camps, dès qu'ils ont eu leur jardin ou dans de nombreux cas de véritables fermes en activité, le régime est devenu moins monotone. Pendant la guerre, on encourageait tous les Américains à planter un jardin de la victoire pour alléger la pression sur l'approvisionnement alimentaire. La plupart des gens avaient ces jardins chez eux ou dans leur quartier et cultivaient assez de légumes et de fruits pour compléter leur alimentation. Et ce n'était pas différent dans les camps d'internement, sauf qu'à certains endroits, comme Heart Mountain dans le Wyoming et Manzanar en Californie, ils avaient la possibilité de créer de véritables fermes qui produisaient bien plus que ce qui était nécessaire pour nourrir la population du camp. Par exemple, Manzanar possédait 440 acres de champs cultivés ainsi que des vergers comprenant 400 poiriers et 600 pommiers. Certains légumes et fruits, notamment la pastèque, le chou et le navet, étaient en si grande quantité qu'ils ont pu en envoyer dans d'autres camps. Et ils avaient tellement de carottes et de piments qu'ils ont pu les vendre au grand public sur le marché libre. En plus des champs et des vergers, ils avaient des ruches qui produisaient du miel, un élevage de poulets, des caves à légumes et une ferme porcine. Chaque matin, la nourriture était livrée dans les réfectoires, puis préparée. 2 fois par jour, les déchets étaient rapportés à la ferme porcine, où le contremaître affirmait qu'ils constituaient une excellente alimentation pour les cochons, bien meilleure que celle des ordures de la ville. Dans les fermes, ils utilisaient divers animaux, par exemple pour contrôler les lapins. Ils possédaient des huskies, des lévriers, et utilisaient aussi des mulets pour les travaux les plus pénibles. Et le Manzanar Free Press parle de façon assez audacieuse de l'introduction de certains de ces mulets dans l'une des fermes. De nouveaux évacués du comté de Los Angeles sont arrivés à Manzanar mercredi. 12 mulets japonais, dont Jiro, Saburo et d'autres qui n'obéissent qu'aux ordres en japonais, ont été amenés pour être utilisés à la ferme locale. Finalement, dans quelques-uns des camps, certaines personnes plus créatives ont trouvé des moyens de produire de véritables ingrédients japonais comme le miso, le tofu, la sauce soja et différents légumes marinés. Le seul ingrédient japonais qu'ils n'avaient pas été le saké, du moins officiellement,
car l'alcool était interdit dans les camps. Mais une chose que j'ai apprise en étudiant l'histoire de l'alimentation, c'est que là où il y a des humains, il y a de l'alcool. Il y a une entrée de journal d'un adolescent à Heart Mountain où il raconte qu'il aurait dû dormir, mais il est resté éveillé parce que papa, maman et Frank parlaient de notre voisin d'à côté qui a été jeté en prison ce soir. Il a été surpris à faire du saké dans le réfectoire, à moins d'en faire toi-même, pas d'alcool. Et l'une des raisons était de maintenir l'ordre parmi les gens, mais une autre raison était le coût. Le montant idéal dépensé était de 45 cents par jour et par personne. Aujourd'hui, cela équivaut à environ 7 $ par jour et par personne pour la nourriture. Donc, les camps devaient vraiment devenir au moins en partie autosuffisants. Mais même avec la culture de différents aliments et tout ça, il y avait toujours de grandes pénuries temporaires de lait. Les anciens permis de lait sont annulés, le lait sera réservé aux bébés et uniquement sur approbation médicale ou de la chef diététicienne Madame Williams. L'une des pénuries les plus perturbatrices à Manzanar a eu lieu en 1944 lorsqu'il y a eu une pénurie de riz. Et ce n'était pas parce qu'ils n'avaient pas assez de riz, c'était simplement parce qu'ils en consommaient plus que d'habitude. La population avait en fait diminué de 20% et pourtant leur consommation de riz avait augmenté de 20%. Et une des raisons possibles à cela était le mochi. Vous voyez, la pénurie a été constatée en janvier 1944, seulement quelques semaines après le Mochitsuki. C'est une période où l'on prépare du mochi dans les jours précédant le Nouvel An japonais. Le mochi est bien sûr fabriqué en pilant du riz cuit à la vapeur jusqu'à ce qu'il devienne un peu gélatineux. Et on peut alors en faire des boules de mochi. Et George Takei m'a en fait raconté l'une des histoires dont il se souvenait vraiment très bien et qui avait un rapport avec la nourriture. Il se souvenait qu'une souche d'arbre avait été creusée pour former une sorte de bol sur le dessus et ils y mettaient chier du riz cuit à la vapeur. Puis 2 hommes ont fabriqué d'énormes maillets et ont commencé à frapper le riz en alternance pour faire du mochi. On voyait juste ce boum, 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 boum. Et entre chaque boum, ses mains délicates de femme entraient et, vous savez, retournaient le riz, le faisaient tourner, le manipulaient. C'était une expérience tellement palpitante. Tous les enfants s'asseyaient autour et regardaient ce spectacle. Et parfois, les anciens chantaient des chansons sur ce rythme créé par ce boum, boum, boum. Boum, ce mochi, souvent garni de douceur pour devenir un dessert, était une friandise dégustée seulement une fois par an. Donc si vous vouliez quelque chose de sucré pendant l'une des 364 autres journées de l'année, vous aviez peut-être la chance d'obtenir une sorte de riz au lait ou même une tarte au réfectoire. Mais en général, si vous vouliez quelque chose de sucré, il fallait aller au magasin du camp. Chaque camp était équipé d'une cantine qui vendait de la nourriture et d'autres articles divers pour compléter votre ration habituelle. Les Cracker Jacks faisaient partie des articles courants, mais ils proposaient aussi du sirop pour boissons gazeuses. Biscuits, tamales, papier ciré, cerises en bouteille, poulet en bouteille, olives, ovaltine, tartinade pour sandwich, asperges, thon en conserve, jus de pomme, Kool-Aid, sardines en conserve, graisse végétale, Crisco, pain de veau, saucisses de Vienne, jambon et viande épicée et pieds de porc. Et ces articles à la cantine étaient vraiment des articles de luxe parce qu'il fallait les payer. Et les gens n'avaient pas beaucoup d'argent parce que les emplois qu'ils avaient n'étaient pas très bien payés. Il y avait toutes sortes d'emplois dans les camps, tous des enseignants aux médecins, des cuisiniers, des bâtisseurs, toutes sortes de métiers. Des gens faisaient le ménage, mais ils étaient généralement payés entre 14 et 18 $ par mois, ce qui représentait environ 1/5 du salaire moyen aux États-Unis à l'époque. Donc, pour avoir des Cracker Jacks ou des pieds de cochon, il fallait vraiment payer car ce n'était pas inclus dans ta ration quotidienne et il devait suivre le rationnement que tout le monde dans le pays suivait à l'époque, même s'il y avait des rumeurs qui circulaient disant que ce n'était pas le cas. En 1942, des rumeurs ont commencé à se répandre non seulement parmi le public, mais même au sein du Congrès lui-même. Que ces Américains d'origine japonaise dans les camps vivaient comme des rois, que le gouvernement leur fournissait toute cette nourriture, du sucre en plus, du bœuf en plus et tout le reste. Et il est vrai que le gouvernement leur fournissait la plupart de leur nourriture parce qu'ils avaient été envoyés dans les camps.
Mais les gens, vous savez, cela n'empêchait pas les gens de penser qu'ils profitaient de la situation d'une manière ou d'une autre. Donc, en avril 1943, Eleanor Roosevelt, qui pensait que les camps étaient injustes, est allée visiter le camp de Gila River en Arizona, pas loin de l'endroit où j'ai grandi. Et par la suite, elle a écrit un article réfutant l'idée que les résidents de ce camp étaient dorlotés. Quand j'ai lu les accusations portées contre l'administration pour l'achat de grandes quantités de conserves, j'ai compris qu'il y avait un manque de compréhension d'un fait fondamental, à savoir que les autorités gouvernementales comme celle-ci doivent respecter la loi. Et si la loi du pays impose le rationnement, alors nous sommes rationnés partout. Même l'autorité de réinstallation en temps de guerre ne peut acheter plus que ce qui lui est permis pour le nombre de personnes qu'elle doit nourrir. Une phrase coupée d'une ancienne version de l'article est si poignante que, même si elle n'a pas été publiée à l'époque, je suis heureux qu'elle soit toujours avec nous aujourd'hui. Elle a écrit « Réparer une erreur est toujours plus difficile que de ne pas en commettre une à l'origine, mais nous avons rarement la prévoyance nécessaire. » Mais c'était une erreur qui ne peut pas être réparée, on ne pourra jamais la compenser auprès des personnes à qui cela est réellement arrivé. Mais avec l'aide de personnes comme George Takei, qui a passé une grande partie de sa vie à essayer de faire connaître cette expérience et cette période de notre histoire, dont nous n'apprenons pas vraiment grand-chose, il est à espérer que cela ne se reproduira jamais. J'ai aussi trouvé intéressant que si la situation alimentaire était difficile au début dans ces camps, elle s'est améliorée après la mise en place de leurs fermes. Mais vers la fin de la guerre, la situation s'est beaucoup détériorée et elle est même devenue presque aussi mauvaise, voire pire qu'au début. Et cela s'explique par le fait qu'en 1943, en partie, sous l'impulsion d'Eleanor Roosevelt, des personnes ont commencé à être libérées des camps avec des permis de travail. Mais pour obtenir cela, il fallait être citoyen américain, donc c'était surtout les plus jeunes, et il fallait avoir un emploi assuré, donc c'était tous ceux qui faisaient la majorité du travail. Et donc, cela a laissé les camps avec une population beaucoup plus âgée et malade qui ne pouvait pas faire fonctionner les fermes. Et donc, vraiment, pendant la dernière année et demie environ où les gens étaient là, il y avait beaucoup moins de nourriture disponible. Et c'est peut-être pourquoi, en 1944, la rubrique Food Fancies, avec toutes ses recettes, avait pratiquement disparu du Topaz Times. Alors mangeons comme en 1943, où tant que vous pouviez avoir accès aux ingrédients, vous pouviez déguster un plat comme ce tuna luncheon. Une fois que le fromage est fondu, vous pouvez le servir avec le dessert. Il n'y a vraiment pas grand-chose dans le dessert de riz et d'abricots, c'est juste une portion de riz blanc avec les abricots et un peu de sirop par-dessus. Et voilà un déjeuner au thon provenant du camp d'internement japonais de Topaz dans l'Utah. Donc, en réalité, c'est un gratin de nouilles au thon et je crois que j'aime bien ça. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé, mais essayons de prendre un peu de tout ici. Les spaghettis ne sont sans doute pas les pâtes idéales pour ce plat, car ils le rendent plus difficile à manger. Mais c'est parti! C'est un gratin de nouilles au thon, je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel là-dedans? Non, mais ce n'est pas mauvais. J'ajouterai plus de paprika par rapport aux autres ingrédients. Il faut mettre plus de paprika si tu veux vraiment en sentir le goût. Tu pourrais en mettre un peu plus, peut-être juste un peu plus d'épices en général, mais ce n'est pas mauvais. Je trouve que la texture croustillante de la chapelure est une bonne idée, tout comme la texture légèrement croquante du céleri. Ne le fais pas bouillir trop longtemps, sinon il perdra sa texture et deviendra de la bouillie. Laisse-moi juste goûter un peu de ce mélange d'abricots et de riz. C'est une combinaison étrange. C'est vraiment une combinaison étrange. J'aime le riz. J'aime les abricots. Ils n'ont pas vraiment besoin d'aller ensemble. Globalement, ce n'est pas un mauvais repas, mais comme je l'ai dit, c'est un peu le meilleur scénario possible en ce qui concerne la nourriture. Donc, prenez ça comme vous voulez. Je veux aussi remercier le personnel du site historique national de Manzanar, ainsi que Bernard et James Murphy, les auteurs de Heart Mountain Chronicle, qui m'ont tous été d'une aide précieuse pour la recherche de cette vidéo.
Et enfin, un immense merci encore à George Takei de m'avoir raconté son histoire et de m'avoir permis de l'utiliser pour enrichir cet épisode. Il y a bien d'autres aspects de son histoire qui n'avaient pas vraiment de lien avec la nourriture, donc cela ne rentrait pas dans cet épisode, mais c'est fascinant, alors je vais vous laisser l'entendre dans ses propres mots. De plus, une version japonaise du livre de cuisine Tasting History va sortir très bientôt, alors guettez sa sortie et je vous retrouve la prochaine fois sur Tasting History.